Bonsoir à toutes et à tous. On est hyper content de recevoir Akarim de Luvan ce soir pour nous présenter la littérature scandinave sans aucun polar dedans. Et ça n'a pas forcément été hyper facile de trouver des bouquins encore dispo hors polar. Voilà, mais Luvan, je te laisse officier. Merci beaucoup de cette présentation. Donc oui, j'ai fait une petite sélection super personnelle de bouquins scandinaves qui moi m'ont marqué avant que je parte en Scandinavie et qui sont une des raisons pour lesquelles je suis partie en Scandinavie aussi. Donc si en Scandinavie on me demandait beaucoup pourquoi j'avais choisi de venir en Scandinavie, parce que les gens de là-bas se rendent compte qu'ils vivent dans un endroit assez paradisiaque mais à la fois ennuyeux par certains aspects, mais c'est peut-être l'impression qu'on a de tous les endroits où on vit, je ne sais pas. Beaucoup de Parisiens qui en ont marre de Paris, etc. Donc c'est peut-être cet effet-là. Et en fait, j'ai essayé de travailler sur une réponse vraiment franche, et je crois que la vraie réponse, c'est fondamentalement que j'avais vraiment envie de vérifier que ce pays existait, enfin que cette région existait. Pour moi, c'était le pays des trolls, un pays qui n'existait absolument pas. Dans ma cartographie mentale, c'était... voilà, ça faisait partie, je sais pas, il y avait Scandinavie, l'Atlantide, et en fait quand je me suis mis à donner la vraie réponse, qui était vraiment ma vraie réponse de cœur intime, profondément de moi du dedans, les gens se sont mis à avoir un petit peu peur. Bon, limite, ils avaient l'impression d'être les premiers hommes, alors que bon, fondamentalement, ça venait d'Afrique. Mais... Les trolls et des hommes. Les trolls et deux hommes, ça c'est très bien aussi. J'ai hésité entre celui-ci et celui-là. Celui-là était plus gros. Je me suis dit que ce serait mieux du coup. Non, il y en a plein. Selma Lagerlöf. D'ailleurs, je vais commencer par elle. C'était assez terrible parce que j'ai vu que Hugues venait de poster sur son Hugues Robert, sur son blog, une petite chronique sur Facebook. Il a participé à ce jeu qui consiste à nommer et énumérer les 10 bouquins les plus marquants de son existence, et parmi ces bouquins figure le voyage de Nils Holgersson. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai adoré ce bouquin à un âge... je peux pas vraiment vous dire quel âge c'était en fait en réalité. Et mais voilà, c'est pas, j'ai décidé. Selma Lagerlöf, je l'ai découvert à travers ce petit bonhomme. Coucou. Et ouais, j'ai été totalement fascinée par cette histoire-là, par la liberté d'imaginer de pouvoir voler avec les doigts. Ça, c'est pas très original quand on est gamin. On nous sert plein d'histoires comme ça, aussi magiques et aussi improbables. Mais traverser ces paysages, en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est voilà, ces paysages, ces étendues et en fait ces ambiances. Et pour moi, je pense que ça a d'office cartographié la Scandinavie à côté de l'Atlantide, de la ville 10 et tout ça. Et puis, j'ai redécouvert Selma Lagerlöf avec un recueil de nouvelles qui s'appelle L'Anneau de pêcheur, je crois qui est pas ici, mais qui était aussi chez Stock, il me semble. Vous l'avez peut-être aussi. Et en fait... j'ai eu du mal à choisir parmi ces nouvelles parce qu'effectivement elle a publié énormément de nouvelles parce qu'elle a commencé à se faire connaître plutôt par les revues. Et c'est une dame super inspirante. Quand on va en Suède, en fait, c'est l'effigie du billet de 5 couronnes. Donc elle est partout. Dans le billet, il y a une tête sévère de cette bonne femme et puis de l'autre côté une oie. Et donc c'est vrai, ce pays existe vraiment, et sur leur billet ils ont des oies. Si. Et en fait, là, donc je vais commencer par elle, parce que c'est le premier prix Nobel féminin de littérature. C'est une nana qui se sentait écrivain depuis le début, et qui, malgré le fait qu'à l'époque, bon, les femmes n'avaient pas forcément une carrière, elle se définissait comme écrivain depuis toute petite. Et elle a vraiment bossé là-dessus, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment... on peut l'accuser un peu de carriérisme, mais c'est le cas. Enfin, elle a vraiment essayé d'aller dans les... Et c'est chouette de savoir ce qu'on veut et puis d'y aller, quoi. Et donc elle a rencontré les gens qu'il fallait, elle est entrée en fait dans le milieu par le mouvement de femmes féministes qui était très fort, qui est d'ailleurs toujours très fort en Suède.
Elle s'est fait remarquer par la qualité de son écriture, essentiellement avec son premier roman, qui est un roman de fantasy en fait. C'est la saga de Jutta Berling, et qui est un récit de... Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est de la fantasy, dans le sens où il y a un côté très naïf, et un côté très épique, certes qui est scandinave, et qui est traditionnel, mais qui est quand même très intégré contemporain. Et voilà, elle fait partie de la génération elle est née la même année que Ferdinand Kopf, elle fait partie de cet élan un petit peu symboliste. Et elle est arrivée à une période en fait où, en tout cas en littérature en Suède, tout était hyper réaliste. C'était vraiment l'époque où il fallait décrire les campagnes telles qu'elles étaient, les gens tels qu'ils étaient, etc. Et puis elle a apporté des images, c'est-à-dire son écriture est très très ancrée dans le réel. Elle vient d'une région paysanne qu'elle adore, et on le sent vraiment dans son écriture. Et à la fois, voilà, elle part, elle fait quand on lit, en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil-là, Les liens invisibles, je trouve que c'est un recueil qui n'est pas forcément hyper cohérent dans la forme, c'est sa deuxième publication, et donc elle a rassemblé un petit peu à la hâte des choses qu'elle avait publiées de ci, de là, des textes plus récents, et voilà, il n'y avait pas Xavier Vernet à la barre pour dire... pour faire un truc aussi cohérent que cru. Et donc il y a des choses il y a certaines nouvelles qui sont un peu moins adaptées au lectorat de maintenant, et qui sont plus des réflexions un peu religieuses, morales, parce que quand même à l'époque on débattait beaucoup de morale. Mais ce qui m'a frappé dans ce bouquin-là, c'est un petit peu la même chose que dans Nils Holgersson, cette instabilité perpétuelle. Cet état de basculement qu'on sent, toujours latent, et on sent qu'il peut toujours se passer un basculement. Et quand on lit une nouvelle, c'est une nouvelle presque cyclotimique, dans le sens où c'est d'un paragraphe à l'autre, l'humeur des personnes change, on passe de la pluie au beau temps, y compris dans le paysage. Il y a énormément de correspondance entre les animaux, les hommes, le paysage, les émotions, qui sont pas des correspondances érudite ou travaillée. On sent que c'est vraiment qu'elle prenait tout de l'univers, de l'environnement, et elle incorporait ça dans une soupe que moi j'estime magnifique. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pris des petites notes. Sachant que voilà, ce qui est assez frappant, c'est je vais mettre en vrac parce qu'il n'y a vraiment pas de... Donc tous ces paysages, il y a une sorte d'anthropomorphose du paysage, pétrification des hommes. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les registres au sein d'une même nouvelle se mêlent. Absolument tout. Donc il y a des contrastes complètement fous, parce que les registres, il y a un registre fantastique, il y a une apparition, puis après on est dans la description hyper sommaire d'un artisan en train de faire quelque chose, avec un outil du quotidien hyper précis. L'apparence est super importante, elle décrit, ces personnages sont tous moches en fait, mais en fait, je sais pas, elle a une façon de décrire les personnages d'une laideur probablement, parce que c'est ce qui les rend intéressants. C'est assez étonnant. Il y a une proximité aussi entre la vie et la mort, qui est... j'ai mis plein de citations qu'il faudrait que je cite. Et on trouve aussi une correspondance complètement entre la chrétienté, parce qu'elle était très chrétienne, et aussi les mythes scandinaves. Et à la fois, des fois, on n'arrive pas, il n'y a pas de morale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir si un comportement chrétien fait d'une personne une personne meilleure, ou si c'est au contraire parce qu'elle est plus un comportement un petit peu païen, un petit peu animiste. Il y a des scènes d'hystérie collective qui pourraient être des scènes de chamanisme. En fait, c'est l'armée du salut qui débarque dans un petit village. Et en fait, on lit le truc et on a l'impression que c'est une scène de transe collective en Afrique. Et en fait, non, c'est trois nanas qui chantent avec des guitares et un mec qui se met à parler en postillonnant. Et là, tout le monde se met à... C'était complètement fou. Il y a aussi un humour qui est pas forcément... qui est très culturel, donc je sais pas si des fois on s'en rend compte. Quand à un moment elle décrit un village, elle décrit un village où tu es enterré, c'est vous ou toi dans ton cercueil,
Et en fait, elle t'explique que toi, dans ton cercueil, bah, t'es bien content parce que tout le monde est enterré pareil dans ce village. Et en fait, tu attends qu'il se passe un truc, mais non, c'est juste toi dans ton cercueil, et puis tu vas être enterré. Et elle t'explique que tous les cercueils sont pareils dans ce village. Et ils sont bruns, ils sont pareils. Toutes les maisons d'ailleurs sont pareilles. Et il y a un côté un peu humoristique parce qu'en Suède, c'est effectivement, il y a un conformisme un petit peu pesant pour les gens qui y habitent. Et donc c'est assez drôle aussi, d'une certaine manière. Et c'est assez morbide en réalité, les thèmes. Et c'est son premier recueil. Donc, les textes qu'elle a écrits, elle était assez jeune. Et il y a une proximité avec la mort qui est complètement étonnante aussi. Je pourrais en parler beaucoup. Ah voilà, page 214, ça va être bien Nature sans homme. Ah oui, et ça aussi. Et c'est assez frappant et c'est assez rigolo parce que quand j'ai préparé cette petite sélection, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de choses dans mes notes qui revenaient. Et j'aime pas parler de... Enfin, je vais pas dire, voilà, justement je voulais dire la littérature scandinave... Bon, c'est voilà, c'est comme si on parlait de... Et en fait, il y a des points communs et ça m'embête parce que j'avais prévu de dire que justement, c'était des individus, etc. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent ou qui, moi, en fait, m'ont attiré, en tout cas dans cette littérature. Et... Ah si, c'est un tout petit... Ah oui, ça c'était l'armée du salut. Et donc l'armée du salut, il y a toute une sorte de nouba qui s'organise dans une prison, n'importe quoi, dans une forêt. C'est vraiment pas du tout une prison. Et l'armée du salut, tout le monde est complètement hystérique. Et puis l'armée du salut, petit à petit, part et elle décrit la forêt, apaisée. La nuit tomba. La forêt se vida de gens. Ciel ouvert, un grand au revoir, les serpents reprirent leur réputation entre les touffes. Les crapauds montèrent sur les chemins, la forêt devint laide. Tous voulurent rejoindre le désert de pierre, le paysage lunaire, au plus vite. Là, il fait bon vivre pour des êtres humains. Là, peut-être les cœurs en souffrance y connaîtront-ils une rapide pétrification. Donc là, dans ce petit texte, c'est un petit peu contenu ce que j'aime beaucoup dans ce recueil, à savoir l'incertitude. On n'arrive pas à comprendre, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, est-ce qu'elle se moque des hommes parce qu'ils vont sur des rochers dans un paysage lunaire sans arbres pour vivre, ou est-ce qu'ils vont vraiment, elle se moque d'eux parce qu'ils vont trouver une est-ce que la pétrification c'est bien pour une âme ou, enfin, et en fait dans tout le recueil on est comme ça, tout le temps en train de se dire ah oui je crois comprendre ce qui va se passer, ok, une fiancée qui, ah non, et à la fin, quoi, ah, elle tombe amoureuse de l'oncle, je comprends pas. Et non, elle est pas heureuse. Ah si. Et finalement, enfin, c'est vraiment tout le temps entre le salut, être sauvé, et on ne peut jamais s'attendre lorsqu'on lit une nouvelle, et au cours de la nouvelle, qu'est-ce qui va... où elle va en venir, en fait, en réalité. Et dans quelle humeur on va être à la fin. Et on change régulièrement d'humeur. Et puis, par exemple, elle fait une longue description d'un gamin. Alors là, on est là avec le gamin, paf, il meurt. Mais en genre une demi-phrase, quoi. Et il mourut. Okay. Alors, de quoi va parler cette histoire? Ça, c'est la nouvelle l'oncle Ruben. Et après, cette histoire, c'est tout l'impact sur la famille, après les générations à venir, du fait que ce petit garçon s'est bêtement assis sur une pierre, froide, après avoir joué à la toupie. Et il est mort, c'est bête. Et après, donc, c'est comment cette mort va hanter la famille d'après. Donc c'est vraiment comme ça. Et par exemple, il y a l'histoire d'un gars, mais en fait je peux pas vous dire parce qu'en réalité c'est ça qui est intéressant dans ce roman, c'est que on sait pas où tiens, il y a un vieux roi qui se lève d'un monolithe et qui hante une nana un peu trop libre qui par ailleurs veut pas d'enfant. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, et en fait on se demande toujours, et c'est vraiment en perpétuel haut et bas. Après c'est une écriture, voilà, faut rentrer dedans parce que bah, elle est née en 1858, cette dame, j'ai noté. Elle est morte en 1940. Et voilà, c'est une écriture qui parfois il faut un petit peu s'accrocher parce que moi ce qui m'a plu le plus c'est ces descriptions de personnages et de paysages. Le paysage transformé par l'homme aussi. Donc c'est pas un paysage, c'est un paysage vraiment très transformé par l'homme et des petits détails du quotidien. Tout a l'air d'être un symbole, tout a l'air d'être une sorte de litanie ou de sort qui est jeté. Et puis il y a la pratique de l'oralité aussi qu'on sent beaucoup, en fait, dans tous les bouquins, et ça c'est aussi un point commun. C'est-à-dire qu'on sent en lisant que bah voilà, c'est des textes qui pourraient être lus et que par ailleurs
Ouais, mais il y aurait plein de choses à dire dessus. J'aime aussi la façon dont c'est construit, c'est-à-dire qu'elle elle utilise vraiment des voix différentes. Elle parle au passé, au présent, elle fait des flashbacks. Il y a des nouvelles qui sont juste des récits de vie hyper rapides. Et puis ça s'arrête et elle dit clairement, et le temps ralentit. Et puis là, elle décrit une scène très lentement. Donc elle est aussi, elle participe à son artifice d'auteur. Et voilà, ça j'ai trouvé ça fabuleux. Et j'ai plein d'autres choses à dire dedans, mais il faut avancer un petit peu. Je vais passer à un autre prix Nobel. Vous voyez, je fais dans l'original, je fais dans les prix Nobel, mais bon, c'est ceux qui ont été traduits ici aussi, hein, j'ai pas vraiment beaucoup le choix. Per Lagerkvist, prix Nobel pour qui est ça, son roman le plus connu qui s'appelle Le Nain, enfin qui a été lui il a eu le prix Nobel en 51, cette dame a eu le prix Nobel en 1909. Le Nain. Le Nain se passe entièrement, est un récit historique qui se passe entièrement dans une principauté fictive de l'Italie de la Renaissance et qui est écrit du point de vue du nain, d'un prince. Je vais vous lire le début, c'est ce qui est en quatrième de couve aussi, mais je trouve le début assez passionnant. Ah bah, qui veut lire Le Nain? Je mesure 26 pouces, mais je suis parfaitement bâtie, avec les proportions requises, sauf que j'ai la tête trop forte. Au lieu d'être noir comme ceux des autres, mes cheveux sont roux, très épais et très raides, rejetés en arrière des tempes et d'un front plus frappant par la largeur que par la hauteur. Ma figure est imberbe, à part cela elle ressemble à celle de tous les hommes. Mes sourcils se rejoignent. J'ai une force physique considérable, surtout quand je suis en colère. Lorsqu'on nous fit lutter, Josaphat et moi, je l'ai mis sur le dos au bout de 20 minutes et l'étranglai. Depuis, je suis le seul nain à la cour. Et tout le bouquin, c'est ça en fait. Tout le bouquin est constitué de petits paragraphes très courts qui sont des textes en soi. Ils ont un début, une fin, on prend la première phrase, la dernière. C'est des textes qui en soi sont parfaitement faits. Et ces textes sont les états d'âme, ou comme une sorte de journal de bord du nain. Et c'est un récit assez amoral, hein, dans le sens où oui. Qu'est-ce que la morale? C'est difficile. Je vais pas commencer ma phrase comme ça. Le nain est complètement sous la coupe de son maître et valide absolument tout ce que son maître fait, pour la simple et bonne raison que son maître est un prince. Donc pour moi, j'ai adoré ce bouquin parce que pour moi c'est vraiment pour moi. Quelque chose que je remarque en ce moment en politique, que j'appelle la larbinitude, parce que j'ai pas eu le courage d'écrire un bouquin entier qui s'appelle Le Nain. Et ça me frappe beaucoup en politique, c'est cette capacité des puissants à s'appuyer sur les larbins en fait, qui finalement continuent à les respecter juste du fait qu'ils sont puissants. Pas forcément parce que c'est des hommes politiques, de nos jours les puissants sont pas forcément... Mais c'est par exemple ceux qui ont de l'argent. Et il y a une espèce d'attitude passive qui fait beaucoup de mal à la démocratie en ce moment. Et de justification, c'est-à-dire que ces gens sont... voilà, le nain, il justifie... il y a des choses totalement amorales et en réalité il critique beaucoup son maître, tout en disant mais mon maître est le plus grand. Mais c'est tout à fait naturel en fait. Par exemple, à un moment il dit mais il aime les... Ok, il commence à construire des églises mais il y finit jamais. Bon, mais à la fois, c'est complètement normal parce qu'à la fois on juge la grandeur des hommes passés à partir de leurs ruines. Donc lui, il finit rien. Donc s'il finit rien, ça a l'air de ruine. Donc d'office, c'est un grand homme. Enfin, donc il a toute une sorte de sophisme pour faire accepter des choses qui, c'est juste du gaspillage d'argent et de puissance. Et c'est aussi ça pourrait être aussi la marque d'un manque de caractère parce qu'il finit pas. Mais non, lui, il arrive à trouver une justification dans la grandeur de son prince. Et il va finir... Enfin non, il va rien finir, je vais pas vous expliquer. Je suis vachement habituée à parler des bouquins. Je raconte la fin, c'est génial. Ce que j'aime beaucoup, à part que tous ces petits textes s'enchaînent de façon complètement admirable, c'est
Pour moi, justement, du fait que j'ai eu une sensation d'un hors-champ énorme. Ça m'a fait un peu le même effet alors, d'un texte qui, pour le coup, est authentique, qui est une note de chevet de Sei Shoganon. C'était une dame de la cour, d'une cour japonaise, qui en fait écrivait tous les soirs des petites notes, qui parfois étaient juste des énumérations, parfois ça ressemble un petit peu au caractère de la bruyère, et parfois c'est une petite anecdote un peu amusante qu'elle a entendue à la cour, parfois c'est une énumération, chose que j'aime, chose que je n'aime pas, chose laide en hiver, enfin voilà, des listes. Et en fait, lorsqu'on lit Note de chevet de Sei Shoganon, c'est vraiment, on a une impression d'un hors-champ énorme, parce qu'en fait, elle écrit juste des petites notes comme ça, par petites notes, son univers. Et moi, ça m'ouvre, enfin, une espèce d'imaginaire. Et j'ai eu la même sensation avec ce bouquin. Et Pierre Lagacfils s'est beaucoup renseigné sur... il était complètement obnubilé par le réalisme de son écrit, donc il n'arrêtait pas d'harceler ses copains historiens pour être sûr de ne pas écrire de bêtises. Donc c'est pas inepte non plus d'un point de vue historique, si ce n'est qu'on ne sait pas de quel prince, tout ça c'est fictif. Il n'y a aucun grand nom historique, donc c'est faux, mais c'est réaliste. Et les détails aussi, ce que j'ai adoré, c'est ces descriptions, on a vraiment l'impression, moi j'avais l'impression d'être projetée dans une de ces miniatures comme ça de la Renaissance, avec des toutes petites maisons et des tout petits chevaux, et des armées avec des gens qui s'étaient embêtés à faire des petites lances. J'avais vraiment l'impression d'être dans ces paysages-là. Et voilà, après c'est un personnage, vous l'aurez compris, qui est pas sympathique, mais c'est complètement addictif en fait. On le lit et on veut même pas qu'il lui arrive du mal. Enfin, il y a des choses mais cruelles que je vais vous laisser découvrir parce que c'est bien de découvrir. Et il y a juste une scène de massacre que je trouvais bien. Oui, il y a un moment où en fait les troupes de son prince se battent et puis battent en retraite. Et lui, il est super énervé parce qu'il trouve que c'est vraiment totalement honteux de leur part de battre en retraite alors que c'était clair qu'ils allaient gagner. Et du coup, il leur donne des coups de pied, il les crie, il leur tape dessus avec sa petite épée. Enfin, c'est vraiment l'espèce de petite bestiole complètement abominable. Et après, en fait, c'était une ruse. Et c'est pour attirer l'ennemi. Et lui, il n'était pas au courant. Une scène dramatique suivit. De tous les côtés, nos troupes pressaient l'ennemi, serrés dans un espace de plus en plus étroit entre le front et le rivage. À la fin, il put à peine bouger et nous procédâmes à sa destruction. Ce fut un massacre dont je n'ai jamais vu l'équivalent. Et pas seulement un massacre, car les soldats d'Il Toro, repoussés dans le fleuve, furent noyés comme des rats. Ils se débattaient contre la mort au milieu des flots écumants, agitant les bras, appelant désespérément au secours et se comportant d'une manière fort peu militaire. La plupart ne savaient pas nager et n'avaient aucune expérience de l'eau. Ceux qui parvenaient à regagner la rive ne tardaient pas à être pourfendus, et ceux qui essayaient de gagner le côté opposé étaient emportés par le courant. Aucun ou presque n'eut la chance de s'en tirer vivant. Notre déshonneur se transformait en une glorieuse victoire. C'est un homme de peu de joie. Et la dernière chose que je vais vous dire sur ce bouquin, je peux en parler plus si vous voulez, c'est ce que j'ai aimé, c'est aussi la juxtaposition. Je me demande à quel point, je suis sûre que l'information se trouve quelque part, hein, mais je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas cherché. J'ai parfois eu l'impression que ces petits textes, il les avait pas forcément écrits dans l'ordre et qu'il les avait réarrangés. Et parfois il y a des juxtapositions qui sont que moi je trouve assez extraordinaires parce qu'elles sont des fois en contraste total. Par exemple, le paragraphe, oui, page 64, et un paragraphe se termine par mon maître est un grand prince, point d'exclamation, ce qui n'arrête pas de dire. Et donc vous voyez, en plus ça j'adore, il y a toujours des grands espaces qui ne sais pas. Et le paragraphe suivant commence par cette nuit j'ai fait un rêve désagréable. Et là il décrit son prince.
Il avait son aspect habituel, mais peu à peu son corps se transforma, devint ratatiné et difforme. Des ailes fripées, accrochées à de petites jambes poilues, s'y déployèrent de chaque côté, comme chez une chauve-souris. Et en fait, tout son rêve... donc c'est la juxtaposition, je trouve, est totalement... Ça finit par mon maître être un grand prince, et ça commence par cette nuit, j'ai fait un rêve désagréable. Et son prince se transforme en chauve-souris. Voilà. Et j'en viens à... Alors, dans l'ordre, c'est pas lui qui est né juste après, mais en fait, il s'est suicidé en 54. Donc c'est vraiment... par rapport aux deux autres dont je vais parler, qui sont nés en fait en réalité avant, pour moi, Stig Dagerman, et pour vous et pour tout le monde qui le connaissait, c'est un homme de la Deuxième Guerre mondiale et des années 50, puisqu'il il a écrit vraiment dans ces années-là. Le premier bouquin dont je voulais parler, c'était Le Serpent. Est-ce que tout le monde connaît Stig Dagerman ? Non, moi je connais pas. En fait, Stig Dagerman est un auteur anarchiste suédois, très impliqué en politique. Il a écrit pour des journaux. Il a tout de suite connu le succès en fait avec son premier bouquin publié qui est donc Le Serpent. Et il a eu une carrière vraiment fulgurante, puis s'est arrêté en fait d'écrire bien avant de se suicider même, pour dépression, et parce qu'en fait il était totalement terrorisé à l'idée d'écrire parce qu'il avait eu tellement de succès qu'il se disait qu'il risquait de se plagier lui-même, et voilà, c'était quelqu'un de par ailleurs suicidaire et très angoissé. Il n'a pas arrêté d'essayer de se suicider, puis il a fini par réussir. Un peu par hasard parce qu'on l'a retrouvé en train d'essayer d'aller éteindre le gaz, et il est arrivé trop tard probablement. Et en fait c'est quelqu'un de très... c'est une personnalité assez angoissée. Et donc son bouquin dont je voulais parler, Le Serpent, alors déjà vous voyez que c'est imaginaire Gallimard, donc déjà vous vous dites, ah ça doit être bien. Parce que moi je suis comme ça, je suis très marketing. Et là c'est horrible, j'ai écrit ça, je vais pas vous dire tout ça bien sûr, parce que c'est juste, en fait j'adore ce bouquin. Ce bouquin se passe dans un lieu unique. C'est un roman, mais qui en fait pourrait être qualifié par des éditeurs ou des journalistes de recueil de nouvelles, mais pour moi c'est clairement un roman. Ça se passe dans un lieu unique qui est une caserne, dans un temps unique qui est un été complètement étouffant, et avec un symbole hyper appuyé, pas du tout subtil, qui est le serpent, et qui est un symbole de peur. Et c'est pas... c'est vraiment appuyé. C'est-à-dire il y a un serpent dans chaque petite histoire, ou une métaphore de serpent, et il parle de la peur des gens. Il en parle clairement. Et moi je trouve que c'est déjà assez incroyable de se dire en tant qu'écrivain, tiens je vais écrire un bouquin sur la peur, et je vais avoir le mot peur dans toutes les pages. Et malgré tout, c'est un super bon bouquin. Donc, comme quoi la subtilité ne paie pas toujours. En fait, effectivement, ce que ce livre raconte, c'est juste ça. En fait, le pitch, c'est des jeunes militaires qui sont stationnés dans une caserne. Ils ont chaud, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire. En fait, il faut savoir que beaucoup de gens, dont Stig Dagerman à l'époque, étaient assez amers vis-à-vis du gouvernement suédois de ne pas être entré en guerre contre l'Allemagne nazie. Et c'est encore une blessure que les Suédois ont de nos jours. Enfin, c'est vraiment, il y a par exemple toute la région minière, parce qu'en fait, la neutralité pour les Suédois, ça voulait aussi dire vendre leur métal aux Allemands pour qu'ils fabriquent des armes. Donc certes, ils n'ont pas accepté la main tendue d'Hitler, chers elfes du Grand Nord, vous faites partie de l'espace des Ariens, descendez d'Odin, machin, rejoignez-moi. Certes, ils n'ont pas pris cette main tendue, mais ils sont restés neutres, et neutres, ça voulait dire quand même vendre, traiter avec les Allemands, etc. Et il y a beaucoup de gens qui, par exemple, s'étaient battus en Espagne, typiquement, et qui là en Suède étaient là dans une caserne à s'emmerder comme on s'emmerde au service militaire, sachant qu'il y avait des méchants nazis et juste vraiment voisins quoi.
donc il y avait cette amertume chez pas mal de gens, et il y a encore aujourd'hui dans le cinéma, on voit régulièrement des références à cette espèce d'envie qu'avaient les gens de se battre à l'époque. Et on parle presque pas de la guerre, je crois, sauf de la guerre d'Espagne bien sûr, mais en fait c'est... Et la peur, cette espèce de peur, est personnifiée à travers des situations, enfin c'est pas des situations que tu personnifies pas, mais représentée en tout cas à travers des situations. Ce bouquin, enfin, c'est surtout par son écriture, on est vraiment projeté dans cette caserne où on n'a clairement pas envie d'être, et on a clairement envie de juste refermer le bouquin parce que c'est juste trop horrible, mais à la fois il y a de la beauté dans le désespoir, enfin, c'est-à-dire que l'écriture est d'une beauté, les images sont d'une beauté, et c'est ce qu'il écrit à un moment où quand il a arrêté d'écrire, il était en telle dépression qu'il avait l'impression de ne plus pouvoir tirer de la beauté de son désespoir, et donc il a décidé de plus même essayer. Et je vais dire en vrac, bon, par exemple, oui. Par exemple, il y a beaucoup de beuveries, parce qu'ils boivent beaucoup. Ils s'ennuient beaucoup, ils boivent beaucoup. Et il y a une soirée, mais des pages et des pages. C'est une nouvelle quasiment entière, saoul, quoi. Enfin, c'est... Pendant toute la nouvelle, c'est 3 personnes qui sont complètement pétées et qui voient la réalité, on se croirait dans Las Vegas Parano. C'est vraiment une nouvelle. Moi, je l'ai lu dans le train, j'étais pas bien, quoi. Vraiment, on se sent trop dans la peau de ces gens qui ont juste beaucoup trop bu et qui comprennent pas ce qui leur arrive, qui pleurent, et qui à un instant ont envie d'embrasser quelqu'un et l'autre instant envoie un coup de poing dans le miroir. Et moi ça m'a complètement... déjà je trouve que c'est quand même écrire toute une nouvelle saoul, quand même pas mal. Avec, voilà, en fait ce qui marque ce bouquin, c'est une sorte de dissonance narrative, d'exacerbation de la réalité. Et ça on le ressent dans son écriture, c'est-à-dire qu'il y a une vraie... il avale la réalité, il la sent, et on se sent complètement projeté dans son monde, c'est très fort. Et là, dans la nouvelle Soul, c'est presque insupportable, parce que justement cette dissonance-là et cette exacerbation, elle est encore plus forte. C'est comme s'il avait franchi un niveau encore supérieur des détails qui deviennent monstrueux. Après, il y a toute une nouvelle, c'est un discours, un monologue politique sur l'État qui est distributeur de sécurité et qui en fait t'opprime dans tes libertés individuelles, qui est très d'actualité de nos jours, parce qu'en fait il le ressentait particulièrement, mais il appelle l'État le distributeur de sécurité, et il a envie de tirer une balle dans le distributeur de sécurité, seulement il ne peut pas parce que c'est pas une personne, et il se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire si on peut même pas tirer sur quelqu'un quand il respecte pas nos libertés fondamentales. Il y a une réflexion qui n'aboutit pas sur la réaction et la résistance politique active, ou l'impossibilité de résistance politique, enfin d'action politique, auquel à mon avis on est pas mal confronté de nos jours, parce qu'on n'a pas une dictature, c'est un peu compliqué de savoir comment agir. Et là, l'État suédois, tout le monde sait que c'est un État, voilà, c'est l'État modèle, la social-démocratie suédoise, c'est l'État le distributeur de sécurité. Et je le trouve assez fabuleux. Puis à un moment, on sent qu'il arrive à une solution. Alors du coup, moi, je me dis, ah ouais, chouette, il a trouvé une solution en fait. Sauf qu'au moment où c'est un peu le guide du retard galactique, quoi. Au moment où il pense qu'il va avoir la solution, il se fait virer du bar parce qu'il parle trop et qu'il est trop sourd. Et du coup, on n'a pas la fin de ses réflexions. J'ai une idée, et si oh, la Terre est détruite. Ça et alors lui aussi, il est comme Selma Lagerlöf, je trouve que c'est assez fabuleux la façon dont il utilise tous les styles de narration. Il y a une nouvelle qui a un récit de vie complètement essoufflé comme ça, sans changement de rythme. Et alors après il devint ça, et après il grandit, et après et d'autres qui sont au contraire dans le détail. Je crois que ce que je voulais faire lire, surtout pour faire rendre compte, c'était même carrément le début, parce que il faisait une chaleur à griller du café sur les rails. Entre les traverses, le gravier du ballast renvoyait un scintillement acéré, et les épis à moitié mûrs d'un champ d'avoine languissaient de l'autre côté de la voie.
Un peu plus loin, quelques maisons de bois, peintes en rouge, se serraient autour d'un mât dressé comme un cure-dent. Lourde et massive, la carre pesait sur la plaine, et de petites colonnes de poussière montaient du gravillon qui recouvrait la place. Au loin, un train s'approchait, sortant de l'horizon verdoyant. La cheminée crachait des nuages qui allaient se coucher sur la voie, derrière la locomotive. Il était environ 1 heure, et le train arriva comme une bourrade, tirant le village de sa torpeur. Devant les toilettes, 2 vieilles étaient juchées sur un banc, comme des moineaux sur un fil. L'une clignait d'un œil vers le soleil, essayant de faire brunir ses verrues. L'autre jetait alentour des regards rapides et curieux de ses petits yeux de rat, filmant tout ce qui pouvait être intéressant. Il n'y avait qu'une valise sur le quai en ciment. Ses ferrures brillaient au soleil et la grosse poignée n'avait rien d'extraordinaire, si ce n'est ce bouquet de soucis fanés qui y avait été accroché. Un vrai pendu, pensa la vieille aux yeux de rat, et elle donna un coup de coude à sa compagne. Quelle sécheresse cette année, dit-elle, en prenant une série de gros plans du visage de l'autre, maintenant à l'ombre du chapeau. Elle clignait des yeux d'un air égaré, essayant d'habituer ses pupilles à cette obscurité. Les paupières étaient tendues comme des tambours, et une larme déborda du coin de l'œil, se faufila le long du nez, irriguant 2 verrues au passage, et finit par se mélanger à la salive qui coulait au coin des lèvres. La bouche s'entr'ouvrit sur la pointe de la langue, qui se balançait comme la tête d'un serpent. « Eh oui, dit-elle, beau temps pour lessiver. » Voilà, et ça c'est le début du roman. Et il faut savoir que Stig Dagerman allait beaucoup au Cinoche, et ça m'étonne pas. Parce que là, on a l'impression d'être au début d'un western, d'un John Ford, ou au début même d'un Kurosawa, où en fait il y a toujours ces personnages qui n'ont... En fait, les vieilles, on les verra une autre fois à un moment dans le train. Des détails anodins en fait, qui vont être expliqués après. Mais donc il y a une sorte de décor qui est posé, et avec cette exacerbation de la réalité, on voit que cette dame qui filme tout, et en réalité c'est un peu lui, quoi, qui est totalement en train de segmenter la réalité de façon presque oppressante. Et j'avais un autre, c'est la première apparition, donc là, et vous avez le serpent qui apparaît comme la langue d'une vieille femme. C'est pas très original. Et là, il y a aussi un extrait sur l'apparence du serpent. Oui, et alors, en termes de film, alors ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce bouquin, moi j'ai eu l'impression d'être d'un coup dans un vieux Godard, d'un coup dans un John Ford, à certains moments même dans un David Lynch, puisque ça ne veut pas dire qu'il les a vus, bien entendu, forcément, c'est pas dans ce sens-là, mais il y a des moments, il y a juste une nana qui se dandine comme ça devant la radio, et la façon dont il décrit, moi j'avais l'impression d'être dans Twin Peaks. Enfin, c'est très cinématographique, mais pas dans l'écriture, enfin c'est pas cinématographique dans le sens mais dans le sens où on a des espèces de... On est tiré vers des images de films, je sais pas, où c'est juste moi parce que j'ai vu beaucoup de films, je sais pas. Juste au moment où il allait faire halte devant le rocher, son regard s'arrêta, paralysé, incapable d'achever ce dernier pas. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites et de petites bêtes de sueur perlèrent sur son front. Son corps tout entier se crispa, comme un énorme muscle de peur. Les buissons rampaient vers le rocher, sur leur ventre vert de venin. Puis, ils s'arrêtèrent devant un tas de branches mortes, et les branches s'écartèrent sur un serpent gris, la langue sifflante. Le serpent, le serpent, le serpent, pensa-t-il, et cette pensée lourde et oppressante lui dévorait la tête. Ça, c'est la première apparition du serpent, et j'adore ce bout de texte. Pour moi, c'est tout se confond, c'est-à-dire que le corps du soldat, il le décrit comme si c'était en réalité un serpent, donc on ne sait plus s'il parle du serpent ou du soldat. Il parle des buissons qui s'avancent, en fait, du coup on ne sait pas si c'est le buisson, c'est tout, en fait, est comme mixé, et toute la réalité devient un mélange. C'est même pas des correspondants, je crois, à ce moment-là. C'est une sorte de synesthésie du réel. Enfin, voilà. Après, j'ai mis quelques petites citations, mais parce qu'en fait, j'adore son écriture, quoi. Il finit par se réveiller, par morceaux, les yeux en dernier. C'est super beau, quoi. Et voilà. Donc là, ce bouquin-là, c'est un espèce de machine à être projeté dans un univers où on a envie de partir et à la fois on peut pas, et c'est vraiment tout, quoi, les sons, les odeurs, tout vient, et c'est vraiment à la limite dérangeant. Oui, ce que je voulais
aussi préciser pour les âmes sensibles, c'est tout y passe. Hein. Viol, enfin c'est quand même des trucs assez violents qui arrivent. Voilà. Non, je dis ça parce que moi je suis une petite âme sensible par rapport au viol et à la torture. J'ai un petit peu de mal à lire ces scènes-là et malgré tout, je trouve ce bouquin fabuleux. Parce que voilà, parce qu'il y a derrière un regard qui cherche vraiment la beauté aussi, pas de façon morbide, mais juste ça, je sais, ouais, c'est difficile à exprimer, mais voilà, c'est vraiment une espèce de voyage. Et je sais pas, pause clope ou pause clope, hein. On fait une pause de 10 minutes, le temps d'aérer un peu, d'aller prendre l'air, et puis on reprend. Alors je vais continuer sur Stig Dagerman, mais beaucoup plus rapidement. Quelques années après avoir écrit Le Serpent, il a été envoyé par un journal en Allemagne, c'était en 1946, pour faire un reportage sur, parce qu'il y avait énormément de curiosité internationale et surtout des alliés pour savoir ce qui se passait dans l'Allemagne vaincue, sachant qu'on disait qu'il y avait des sympathies nazies. Voilà, ça agitait la curiosité, puis c'était peut-être un peu du voyeurisme, allons voir comment aussi ils vivent, ces gens qui nous ont fait tellement souffrir. Et effectivement, ce que constataient tous les journalistes à l'époque, c'est que effectivement les gens ils étaient dans une espèce de misère noire super épouvantable, et que effectivement quand on leur posait la question, oui, ils étaient mieux avant, sous Hitler. Et tout le monde s'amusait à leur poser la question, et c'était vrai dans un sens, ouais, non pas dans un sens, dans tous les sens. Et puis il y avait cette problématique, enfin il y avait plein de problématiques. Et donc il est allé là-bas, et il s'est rendu là-bas, et il est vraiment descendu dans les caves où les gens habitaient. Il a fait en sorte, il a fait vraiment un reportage que moi j'estime de première qualité, avec effectivement ses réflexions quand même sur l'histoire, sur la douleur, sur la souffrance, etc. Et donc c'est moins imagé que Le Serpent, bien entendu, puisque c'est... Mais j'ai juste... donc voilà, c'est une série de petits articles thématiques qui sont à la fois très campés dans le réel. Donc on reconnaît Stig Dagerman qui est là dans un univers dont il aimerait aussi s'échapper. D'ailleurs il le dit à la fin, qu'il s'envole, il prend l'avion et il décolle, et il se dit mais c'est la vie de... Il dit, enfin voilà, il a une réflexion par rapport... c'est cette phrase qui... Enfin bref, il se demande effectivement, on sent qu'il est vraiment très très content d'avoir échappé à cette espèce d'enfer, et qu'il se pose vraiment la question, quelle sera la vie des gens qui restent, etc. Donc on est vraiment projeté de nouveau grâce à son style aussi dans cet environnement oppressant, dans lequel il essaie de ne pas faire de jugement moral, même si lui en fait il était anti... effectivement il était activiste, il a épousé une juive allemande en demandant une autorisation spéciale au roi parce qu'il n'était pas majeur, pour l'aider à avoir la nationalité suédoise et pour qu'elle se casse. Et bon, après il a divorcé, il a épousé une actrice, ça arrive à des gens bien. Et mais voilà, donc on peut pas vraiment le suspecter d'avoir des sympathies nazies, ou je sais pas, enfin en tout cas c'est pas le propos de ce livre, je sais même pas pourquoi j'en parle. C'est un journaliste qui est aussi un écrivain, qui allait en Allemagne en 1946 en automne constater ce qui s'y passait. Et j'ai sélectionné 2 petits passages. Un qui est très d'actualité idéologiquement, parce qu'il explique que c'est que les gens... voilà, c'est ça. Que les gens comprennent rien en fait au nouveau parti politique qui se crée à ce moment-là, parce que la démocratie n'est pas encore très... Et alors il décrit, moi je trouve que c'est assez comparable à ce qui se passe en ce moment, mais bon, ça m'a fait rire. Donc il y a un gars qui fait valoir en riant que le programme des différents partis est encore formulé de façon si peu claire que les gens se trompent de réunion électorale et ne découvrent qu'à la sortie, et encore pas toujours, qu'ils se trouvaient parmi les sociaux-démocrates et non parmi les chrétiens-démocrates, ou bien parmi les libéraux-démocrates et non pas parmi les conservateurs. Et après, il décrit, voilà, il est pénible de devoir dire que la fin ne favorise guère l'idéalisme, sous quelque forme que ce soit.
Mais ce n'est pas moins vrai. Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, le travail de reconstruction idéologique rencontre les résistances les plus acharnées, non pas parmi les réactionnaires proclamés, mais parmi les masses indifférentes qui attendent d'avoir le ventre plein pour se forger une opinion politique. Bien consciente de cela, la propagande électorale la plus retorse s'est contentée de promettre en cas de victoire non pas la paix et la liberté, mais un garde-manger très étudié à l'abri des rats et des voleurs. Et un autre passage plus poétique, qui est, donc il va à la campagne, il est allé à Hambourg, il va dans plusieurs endroits, et il constate que finalement la misère à la campagne, c'est un peu différent, parce que les ruines, il parle beaucoup des ruines, et moi je trouve que j'ai beaucoup aimé ce bouquin pour sa description des ruines. Ça m'a vraiment fait je me rends compte que c'est complètement contemporain et snob, mais voilà, des bouquins qui parlent de ruines, ça agite un truc en moi, ce qui est pas forcément juste... Enfin, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais j'aime bien les ruines. Et donc là, il décrit justement le bois des pendus, et il décrit les ruines dans un village. Les forêts pansent leurs blessures plus rapidement que toute autre chose. Ça et là, un canon réduit à l'inactivité se dresse, il est vrai, entre les chênes, avec son tube brisé qui regarde le sol, l'air penaud et maussade. Des carcasses de petites voitures incendiées jonchent les talus, telles d'énormes boîtes de conserve. Des campeurs géants et sans soin ont dû passer par ces forêts qui sont les plus fièrement ordonnées du monde. Et pourtant la guerre n'a fait qu'effleurer ces arbres et ces petits villages qui n'ont connu le bombardement des grandes villes que sous la forme d'aurores boréales rougeoyantes dans la nuit, en sentant trembler le sol et en entendant claquer les portes et les fenêtres. Quelques maisons ont bien été rasées par erreur dans tel village, mais elles représentent la somme totale de sa tragédie. Dans ce petit bourg au bord de la Weser, c'est la maison du dentiste qui a été touchée par un matin de printemps à une heure de rendez-vous, et le praticien, l'infirmière et les 30 clients ont tous été tués. Dans le jardin, un homme faisait les 100 pas en attendant que sa fille se fasse arracher une dent à l'intérieur de la maison, et dans la salle d'attente se trouvaient la femme et la mère de cet homme, venus avec la fillette pour qu'elle n'ait pas peur. L'homme a échappé comme par miracle à la mort, mais toute sa famille a connu le sort inverse, et depuis 2 ans, il erre dans le village comme une sorte de monument ambulant aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Celui consacré aux morts de la première fait toujours l'orgueil de la localité, dans un petit bois situé entre le bord de la Weser et la première maison du bourg. Voilà. Donc ça c'est documentaire, et à la fois je trouve que ça représente beaucoup de choses sur les mondes de reconstruction, sur qu'est-ce que la démocratie, et qu'est-ce que la sécurité, qu'est-ce que la victoire des Alliés, qu'est-ce que ça signifie, et c'est vrai que ça donne à réfléchir sur la reconstruction actuelle des pays actuellement en guerre. Donc c'est vraiment, il y a des choses qui se répètent, d'autres pas, bon, c'est pas mal. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et d'un point de vue, bon, ça, bon, c'est bien. Alors là on attaque la grande idole de ma vie depuis que j'ai appris à lire quasiment, qui est Tove Jansson, que vous connaissez. Tove Jansson. Les Moumines. C'est la maman des Moumines. C'est pas vrai. Et en fait j'ai lu très jeune un bouquin des Moumines qui malheureusement c'est celui-là que j'aurais aimé présenter, même si je sais que vous ne faites pas de jeunesse, parce que je trouve que ça voilà, que beaucoup d'adultes sont susceptibles de plonger dans cet univers-là avec délectation. Et je ne me souviens pas du titre, parce que ça m'échappe maintenant, mais c'est genre un été catastrophique des Moumines, ou l'été... je crois que c'est l'été catastrophique. Que dis-tu? Je crois que c'est l'été catastrophique des Moumines. L'été catastrophique des Moumines, ouais. Et c'est un moment, la vallée des Moumines est envahie par les eaux. Et donc c'est comment la famille de Moumines réagisse à cette catastrophe avec flegme, ingéniosité et fatalité, fatalisme. Et moi ça m'a plongée quand j'étais gamine, j'ai totalement accroché à ce bouquin. J'étais très jeune et
j'ai essayé d'expliquer, enfin je me rappelle que c'est la première fois que j'ai essayé de lire une partie d'un bouquin à quelqu'un en lui disant mais c'est génial, c'est génial. Et donc j'ai choisi un passage et la personne, ça l'a complètement angoissée. Et la personne m'a dit mais arrête de me lire ça, je peux pas écouter ça, c'est horrible, ça m'angoisse. Et j'ai dit mais pourquoi? Mais oui, c'est une sensation de vide, tu t'accroches à rien. Enfin, la personne a essayé de m'expliquer à quel point ça la dérangeait de lire cette histoire. Et moi je me suis... Il y a un épisode encore plus flippant où il y a le papa Moomin qui fait une dépression. Qui est quand même... Et c'est le... Oui, c'est vrai. Et il y a la comète qui va arriver. Ouais, c'est ça. Ouais, la comète. Ah, il laisse tomber tout le monde, quoi. Enfin, toute la famille qui part avec son baluchon. C'est pas l'ambiance Barbapapa. Ah, oui. Ouais, ah non, c'est vraiment pas... C'est pour ça que pour moi c'est des bouquins d'adultes et la personne, c'était une personne adulte. Et moi j'ai dit à ces personnes, mais enfin, non, est-ce que je l'ai dit ou je l'ai gardé pour moi, je m'en souviens pas, mais je me rappelle que ça m'a totalement traumatisé, que cette angoisse, en fait, moi je la portais en moi perpétuellement, parce que pourquoi, enfin, en tout cas, pour moi c'est quelque chose de positif, parce que j'allais, avant que la personne me dise ça, j'allais lui dire, c'est génial, ça ressemble à un de mes rêves. Et du coup, quand la personne a dit, mais j'étais toute petite, hein, enfin, j'avais l'âge de le lire, je sais pas, mais je me rappelle que j'étais assez jeune, parce que je lisais des livres un peu plus âgés. Et je crois bien que je me suis tuée, je me suis dit, oh. On va peut-être pas dire que ça ressemble à mes rêves, hein, parce que, et puis moi je trouve ça super sympa en fait. Et voilà, je sais pas si vous avez déjà lu Les Moumines, pas vu les épisodes télé en 3D, hein, mais je vous conseille, les romans surtout, après les BD c'est sympathique aussi. Les bandes dessinées sont bien, en fait les bandes dessinées ont été commandées par... après la traduction des romans en Angleterre, les BD ont été commandés en comic strip par un quotidien anglais. Et j'ai vu l'expo hyper récemment à Bruxelles, au musée de la BD, ils ont exposé ces planches préparatoires parce que un jour de déménagement, les gens du Evening Star ou Evening Daily, je me souviens plus du nom de ce quotidien, ont vu mais c'est quoi tous ces cartons concombre, voilà, et ils ont tout viré à la poubelle. Et c'était les originaux. Mais et la famille de Tove Jansson a gardé les planches préparatoires au crayon à papier, donc c'était ça qui était exposé et c'est vraiment trop génial. Et en fait le monde de Tove Jansson, le monde des Moumines, c'est pareil, je déteste, je voulais vraiment pas dire qu'il y avait des ressemblances, mais c'est pareil, on est dans un basculement, on est perpétuellement entre la chute et l'élévation, on est perpétuellement entre le bonheur et le désespoir, et il y a toujours cette espèce de mélancolie, ces petites scènes juste mélancoliques où juste une personne regarde une fleur et on est là et on lit parce que je sais pas, la scène invite à une espèce de mélancolie bizarre, et puis alors une page après la même personne regarde une fleur et là on a envie d'être dans un parterre de fleurs, et c'est complètement cyclotimique, c'est vraiment super bizarre, on a l'impression de faire une espèce de... Et c'est assez flippant, et effectivement les histoires sont très dures. Oui, c'est très bizarre. En plus, il y a des bestioles bizarres, c'est des trucs qui ressemblent à des bâtons avec des petits bras sur le côté et qui pourchassent les aurores boréales. C'est ça, et en plus il y a un surréalisme. Ah oui, c'est très très étrange. Et en plus, les personnages ont souvent des pathologies mentales assez bizarres. Ouais. Genre des personnages qui sont super concentrés sur un truc en particulier. Ou, enfin, ouais, il y a tout, il y a les monomaniaques. Et en fait, c'était des vrais personnages en réalité. Il y en a un qui est moins, c'est Touticle, c'est sa compagne en fait, parce que c'est rigolo parce que j'avais pas pensé, mais ouais, Selma Lagerlöf avec une femme, et Tove Jansson aussi, toute leur vie. Et en fait, c'est le petit bonhomme avec les cheveux roux et la marinière, ça c'est sa copine. Et le papa Moomin, c'est son père. C'était Tove Jansson, c'est, quand on va en Suède, et en Finlande aussi, c'est l'héroïne nationale, quoi. Tout le monde l'adore. Il y a un merchandising autour des Moumines. Il y a un nombre de bouquins sur Tove Jansson complètement incroyable. Elle est morte en 2001, les gens ont pleuré. C'est vraiment un personnage qui a marqué, parce que c'est un personnage qui est vraiment dynamique et qui a vraiment marqué très fortement la société suédoise et japonaise. C'est hyper, les Moumines au Japon, c'est énorme, quoi. C'est, ouais, et puis elle est
Elle est, ouais, voilà, elle est finlandaise de langue suédoise. Elle fait partie de la minorité suédophone de Finlande. Et elle a une île qui se visite, voilà, c'est là où elle a vécu toute sa vie, enfin non, à la fin, je sais plus quand elle l'a achetée avec sa copine, et il y a des statues, on voit, elle a inventé des tas de personnages, et en fait c'était voilà, je sais pas, j'avoue que moi aussi j'ai pleuré quand elle est morte. Mais vraiment, donc ce bouquin-là que j'ai choisi, je crois que c'est pas à l'école que je l'ai lu, une prof ou la bibliothèque, c'est arrivé entre mes mains. Et en réalité, c'est pas quand j'ai fait les recherches, je me suis aperçue que c'était pas rangé parmi la jeunesse du tout. Et moi, quand je l'ai lu, je crois que ça m'a été vendu comme un livre jeunesse, alors, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas fait le rapprochement avec les Moumines pendant très longtemps. Et ça a été une grosse révélation. J'étais en collège et j'ai lu ce bouquin et ça m'a fait la même impression en fait que le Moumine plus jeune, quoi. Et pour les mêmes raisons. Ce bouquin, c'est un petit trésor, quoi. Ça s'appelle Le livre d'un été, Tove Jansson. Et elle décrit, en fait, en réalité, c'est pas un seul été, parce que parfois elle parle de différents étés, un été, etc. Et c'est la petite vie monotone et tranquille sur une île d'une famille suédoise, essentiellement du point de vue, enfin on ne sait pas quel point de vue, dont j'en reparlerai, en suivant un personnage d'enfant, on ne sait pas quel âge a cet enfant, qui est une petite fille, et d'une grand-mère. Et en fait, au début, c'est rigolo parce que je l'ai relu avant la présentation ce soir, et quand j'étais gamine, pour moi, c'était clairement le point de vue de Sophie, de l'enfant, qui s'appelle Sophie, et qui avait une grand-mère juste génialissime. Et qui, en fait, c'est véritablement la vie probablement des gens qui vivent sur une île, qui vivaient en tout cas dans les années 70 encore sur une île en Finlande, avec, voilà, courir pieds nus dans les herbes, nager dans l'eau, monter sur les rochers, faire... Enfin, c'est cette espèce de qui pour moi est un mythe, parce que j'ai pas eu une enfance à la campagne comme ça, comme dans les bouquins. Enfin, je sais que quand j'étais gamine, j'adorais, et même maintenant, lire tous ces bouquins un peu de Tom Sawyer, comme ça, où les enfants, ils connaissent tous les noms des oiseaux, et alors ils courent sur des pontons, et ils plongent dans des lacs, et puis après... Et même qu'après ils attrapent des renards, et en fait non, les renards c'est leurs copains, et enfin, toutes ces histoires-là, moi j'adorais. Et cette histoire-là est beaucoup plus réaliste et beaucoup moins sensationnaliste, dans le sens où il se passe pas tout ça. C'est vraiment des petites aventures de gamins. Et je me suis rendu compte en le relisant qu'en fait, c'est pas vraiment du point de vue de Sophie, de l'enfant, mais c'est pas vraiment du point de vue de la grand-mère non plus. En réalité, je sais pas, parce que je suis pas assez pro en littérature pour savoir ce qui se passe dans ce bouquin, et je suis sûre que quelqu'un pourra expliquer. Mais en fait, je crois que fondamentalement, aucune n'est l'objet de l'autre, aucune n'est le sujet de l'autre. Et nous, on ne sait pas s'il y a un narrateur, ou on ne sait pas où on se situe par rapport à ces deux personnages. En réalité, on a presque l'impression que c'est c'est le même personnage en réalité, à certains moments. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire de l'analyse, mais à un moment, il y a un petit passage que je voulais être lu avec l'histoire d'un lombric coupé en deux. Et donc quelqu'un va le lire. Alors, la petite Sophie, à un moment, se dit, c'est cool, elle a peur, un été, elle a peur des petites bêtes. Et donc, c'est pour toi. Et alors elle se dit, je vais écrire un essai pour les petites bêtes, comme ça va un petit peu, voilà, ça va être bien. Et elle décide, mais comme elle sait pas bien écrire, elle dicte à sa grand-mère. Et donc voilà, ça c'est l'essai, le milieu de l'essai sur les vers de terre. Alors, continue ainsi. Le ver sait très bien ce qu'il faut que s'il se casse, les deux parties commenceront à grandir chacune séparément. Interdit. Mais nous ne savons pas qu'il a très mal. Et puis nous ne savons pas non plus s'il a peur d'avoir mal. De toute façon, ils sont tout le temps approchés quelque chose de coupant. C'est l'instinct. D'ailleurs, ça je vous le dis, il est faux de dire qu'il n'a pas mal ou qu'il a seulement un tube digestif. Je suis sûr qu'il a mal, mais peut-être une seconde seulement. Maintenant, si nous prenons le ver intelligent qui s'est allongé et ensuite cassé en deux, il a peut-être senti quelque chose, comme par exemple quand on vous arrache une dent. Simplement, cela ne lui a pas fait mal. Une fois ses nerfs calmés, le ver est immédiatement senti qu'il était devenu plus petit, et a vu ensuite l'autre moitié à côté de lui. Pour rendre la chose plus facile à comprendre, disons que les deux moitiés sont tombées par terre, et que la personne avec l'hameçon est partie.
Et deux moitiés ne peuvent pas se remettre ensemble parce qu'ils ont été très bouleversés et que, bien entendu, ils ne réfléchissent pas du tout. Et puis, ils ne savaient pas que peu à peu, elles grandiraient de nouveau, chacune de son côté. Je crois qu'elles se sont regardées mutuellement, qu'elles se sont trouvées horribles. Et qu'alors, elles se sont éloignées en rampant le plus vite possible, chacune de son côté. Ensuite, elles ont commencé à réfléchir. Elles sentaient que toute leur vie devenait différente, maintenant. Mais elles ne savaient pas comment, ou plutôt de quelle façon. Et voilà, et là c'est un peu vers la fin, et bon, pour moi c'est l'indice, que c'est effectivement cette espèce d'émancipation, que pour moi c'est la petite fille et sa grand-mère ont une conscience d'être la même personne en fait. Et ce qui était rigolo quand moi je l'ai lu, c'était encore une fois l'histoire d'une petite fille qui court sur les pontons et qui ramasse des fleurs et qui fait des bêtises. Et en fait non, c'est ce qui se passe, c'est parfois un peu, en fait la grand-mère elle est malade, elle arrête pas de vomir, et la grand-mère vomit dans les buissons parce qu'en fait elle est malade, elle prend un médicament, et en fait c'est assez horrible, elle est vraiment un peu malade puis alors des fois elle est désagréable, et en fait des fois la petite fille est vraiment hyper désagréable aussi, et des fois elle s'engueule, et à un moment donc la vieille elle déprime parce qu'elle se dit qu'ils vont partir de l'île et que peut-être elle va mourir, bah oui parce qu'elle est vieille, enfin on sait pas trop, mais en fait elle déprime et elle veut plus jouer avec la petite fille, donc la petite fille essaie de la forcer à construire un cerf-volant, et elle veut pas, et la grand-mère l'envoie bouler en disant non, parce qu'au début en fait tout est idyllique, elles s'adorent, elles n'arrêtent pas de jouer ensemble. Et puis la petite fille lui écrit carrément, lui fait passer un mot sous sa chambre en lui écrivant « Je te hais, meilleur souvenir, Sophie ». Et en fait, il y a vraiment une espèce de fascination, de haine, une relation de haine-amour dans ce bouquin que j'ai probablement complètement ingéré, et c'est pour ça que ça m'a plu aussi quand j'étais petite, parce que ça répondait à... Ben voilà, c'est... La haine et la détestation font partie des relations totalement normales, surtout quand t'es enfant. Et probablement c'est pour ça que j'ai adoré ce bouquin. Et maintenant quand je l'ai relu, j'étais là, waouh, j'ai adoré ça. Et c'est un peu dur quoi, quand même. Et à un moment elle s'engueule, enfin c'est vraiment... à la fois c'est ce que j'avais pas du tout senti, c'est... il y a effectivement une passage de dégradation, donc la grand-mère essaie vraiment de rendre... c'est un roman d'apprentissage aussi, de la peur, donc il y a un super joli passage sur la nuit, aussi, quelqu'un peut lire, mais je sais pas quelle heure il est. Ah oui, il est déjà tard. Bon, en fait, il faut lire tout le bouquin parce qu'il est vraiment très bien. Et voilà, et c'est assez dur aussi parce qu'il y a le motif de la ruine, de la putréfaction, des marais qui revient très très souvent. À un moment, ils s'inventent... ils reçoivent une carte postale de Venise et ils construisent une espèce de ville dans les marais en sachant très bien comment ça... Et puis alors bien sûr elle est engloutie, alors ils s'imaginent... C'est assez morbide aussi, il y a vraiment un côté... Et puis bien sûr la présence de la mort qui est tout le temps là, les animaux, des animaux qui meurent, la forêt... Voilà, et oui, et contrairement à beaucoup de romans de nature, rien n'est figé, c'est vraiment, mais c'est pas ça, pareil, encore une fois, comme dans les autres bouquins. C'est en dents de scie, on ne sait pas à quoi s'attendre, ça commence d'une façon et tu finis la petite histoire, c'est plein de toutes petites scènes. Et pour moi, c'est vraiment ça, je sais pas, vous lisez ce bouquin et vous partez complètement ailleurs, et à la fois, ça répond à énormément de choses en vous, enfin, moi j'adore. Voilà. Et ça c'était un peu Tove Jansson Rules for President. Après j'avais sélectionné 3 autres livres, alors je vais passer relativement rapidement sur ceux-là parce que je crois que vous les connaissez. Ingmar Bergman, j'ai sélectionné les scénarios réécrits par Ingmar Bergman de Cris et chuchotements, Persona et Le Lien. C'est 3 super films, et moi je l'ai sélectionné essentiellement pour Persona qui m'a complètement obsédée pendant plusieurs années. Je l'ai vu une fois, je l'ai revu d'office après, et je sais pas, je crois que je l'ai vu, c'est le rare film que j'ai vu genre 5 fois de suite. Je saurais même pas expliquer vraiment pourquoi. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais passer vraiment rapidement dessus. Et c'est vrai que j'ai quand même sélectionné ce livre, sachant que je vous invite bien sûr à regarder le film si vous ne le connaissez pas, parce qu'il est fabuleux. Mais
en fait, l'écriture de Bergman, il a aussi, j'ai hésité entre ça, mais ça, en fait, c'est comme le but du jeu, c'est plutôt de présenter des livres qui nous ont marqué. Persona m'a plus marqué que le 5e acte, mais par ailleurs, il a écrit un bouquin qui s'appelle le 5e acte, qui est fabuleux. C'est un homme qui écrit très bien. Et qui a vraiment voulu, enfin c'était pas un devoir pour lui, enfin ses scénarios à la base sont très très écrits, déjà à la base, puisque c'est lui qui les écrit et qui les relit, et il a vraiment voulu les offrir également à la lecture. Donc il y a vraiment, quand on lit, on oublie qu'on est dans un scénario, enfin on n'oublie pas, on voit le film, mais à la fois c'est vraiment de la littérature. Donc c'est deux objets différents. Je vous invite vraiment à regarder le film si vous ne le connaissez pas. Et le bouquin, c'est un autre objet donc j'ai sélectionné un extrait pour ceux qui veulent. C'est quoi déjà? Alma est seule, son pouls bat de plus en plus vite. Elle retourne vers la maison, entre dans une pièce qu'elle n'a jamais vue, une sorte de véranda fermée, faiblement éclairée par une lampe à pétrole accrochée au plafond. Au milieu de la pièce se trouve une grande table. À cette table est assise Madame Folger, vêtue de l'uniforme d'infirmière d'Alma. Alma se dirige vers la table et s'assoit en face d'Elisabeth. Après un long silence, Alma se met à parler. À présent, j'ai appris pas mal de choses. Appris pas mal de choses, dit Madame Folger. Alma pose sa main droite sur la table et tourne la paume vers le haut. Elisabeth regarde avec attention ce que fait Alma, puis elle lève sa main gauche, la pose sur la table, après quoi elle tourne la paume vers le haut. Ceci se reproduisit plusieurs fois dans une atmosphère de tension qui monte. Alma en a bientôt les larmes aux yeux, mais se déroule. Je verrai bien combien de temps je tiendrai le coup, dit-elle à voix haute. Je tiendrai le coup, répondit Madame Fogler. Avec ses ongles, Alma griffe son bras nu. Il en résulte un mince filet de sang. Elisabeth se penche en avant et avec ses lèvres, elle aspire le sang. Alma passe sa main dans les cheveux d'Elisabeth et lui maintient la tête appuyée contre son bras. Pour cela, elle est obligée de se pencher en travers de la table. « Je ne serai jamais comme toi, chuchote-t-elle rapidement. Je change tout le temps. Il n'y a rien de défini. Tout bouge. Fais ce qu'il te plaît. De toute façon, tu ne m'atteins pas. » Donc là, il y a le cut. Mais si vous achetez le DVD avec les bonus, vous aurez la version. Alma appuie sa poitrine sur la table. Madame Fogler interrompt son monologue criard et lève les yeux. Elle voit le visage défait et ravagé d'Alma, ses épaules comprimées et frileuses. Elle fait un mouvement brusque pour se dégager, comme si elle était enchaînée à une morte. Mais Alma la tient fermement par les poignets. À cet endroit, l'appareil de projection devrait s'arrêter. On pourrait s'attendre à ce que la pellicule se déchire ou que le projectionniste tire le rideau, par erreur, ou encore à ce que se produise un court-circuit. Tout le cinéma serait alors plongé dans l'obscurité. Mais il n'en est pas ainsi. Je crois que les ombres continueraient leur jeu, même si une interruption bienvenue abrégeait notre malaise. Regardez ce film. Il n'est pas en vente ici, mais il pourrait. Non. Ensuite, j'ai sélectionné ça, je vais en parler encore plus rapidement. C'est 3 bouquins. Vous connaissez peut-être Jorn Hill. En fait, il a été adapté en BD. Xavier vous a tous vendu celui-ci, et s'il l'a pas Ah fait, oui, vous allez me vendu. voir à la fin de la série. C'est ça. Et celui-là est plus connu, il a été adapté en BD aussi. Je sais plus, j'avais noté quelles éditions. Je sais plus, mais oui, effectivement, la Sarbacane. BD est chouette aussi. Sarbacane. Et en fait, Jorn Hill, c'est un type assez particulier parce qu'il a vécu 16 ans au Groenland. Donc le Groenland fait partie d'une colonie du Danemark. Et lui, pendant 16 ans, il a passé 16 ans de sa vie dans une expédition, dans une base scientifique au Groenland. Et il a appris à connaître les Inuits du Groenland. Et il était pote avec Victor, etc. Et en fait, c'est un conteur. Il gagne beaucoup sa vie en racontant des histoires. Et c'est une amie conteuse qui me l'a fait découvrir. Parce qu'il a écrit en danois, il a une bibliographie impressionnante de racontars, ce qu'il appelle des racontars, dont certains ont été compilés dans ce super chouette bouquin sur la vie de base danoise au Groenland. Et en fait, là, c'est 3 volumes sur l'histoire. En fait, c'est une sorte de saga sur l'histoire des Inuits du Groenland. Et pour ceux qui ont lu un petit peu
surtout les deux premiers. Celui-ci se passe à l'époque contemporaine. Celui-ci, c'est l'épopée des Inuits du Canada, en fait, qui ont colonisé le Groenland. Comment ils sont arrivés par là, c'est celui qui m'a le plus bouleversé. Et le deuxième, c'est en fait une période entre les deux, où il y a encore la grand-mère, l'héroïne, une des héroïnes du premier bouquin, qui fait le lien de génération avec les Inuits installés au Groenland, et comment ils bâtissent leur monde. Et pour moi, c'était vraiment... c'est un peu un très bon roman préhistorique, on va dire. Enfin, ce serait du Roniné vachement mieux. Et on est vraiment projeté dans un univers très brutal, et il y arrive de façon, je trouve, pas ethnocentrée, quoi. Je l'ai pas senti comme ça, mais après je suis pas un homme préhistorique, donc peut-être les Inuits préhistoriques se sentiraient super caricaturés, ou je sais pas. Mais en tout cas, moi je l'ai lu, et alors bon, après c'est très brutal par moments, et à la fois on sent vraiment le conteur. Donc il y a l'importance des conteurs dans ce récit est très grande, donc il y a un vrai respect pour la tradition orale, et puis c'est aussi un voyage. Moi ça m'a complètement projeté dans ce monde, là pour le coup glaciaire, où quand une mère meurt et que c'est la famine, elle dit à ses enfants de la manger, ou, enfin des choses assez qu'on a du mal à imaginer, et que lui a réussi à imaginer suffisamment pour retranscrire. Donc je trouve ça assez impressionnant, parce que la préhistoire c'est un peu une abstraction, et en littérature c'est un truc sur lequel on bloque pas mal, et ça c'est le lien aussi avec les autres. Dans les autres aussi il y a ça, il y a cette capacité à vider la nature de l'être humain, et il y a vraiment dans tous les livres, sauf celui-ci, sauf le Berkman qui est très civilisé, mais dans tous les bouquins dont je viens de vous décrire, il y a toujours des scènes où on sent que l'auteur, on sent qu'on veut nous présenter un paysage vide d'humains. Et il y a une nouvelle entière de Selma Lagerlöf, la dernière, c'est des insectes, des machins. On sent qu'il y a cette volonté de presque nettoyer, de purger un peu l'univers de l'être humain. Et je trouve que ça fait un bien fou de mon propre point de vue, pour le coup ethnocentré, de fille du Sud. Et ouais, moi je trouve ça, effectivement, ces grands espaces, la façon dont il les dépeint et la façon dont il l'investit de cette oralité, moi je trouvais ça fabuleux. Et le dernier, et c'est rigolo, c'est une complète coïncidence, mais elle est née en 1958, donc on vient juste de parcourir depuis la naissance de Selma Lagerlöf exactement 100 ans. Johanna Sinisalo est une finlandaise, et qui, je sais pas si vous avez vu ce film de Nazi Exploitation qui s'appelle Iron Sky. Vous l'avez vu ou pas? C'est elle qui a écrit l'histoire en fait d'Iron Sky. C'est une écrivain de fantasy et de SF qui malheureusement a que ça de traduit pour l'instant, et c'est super dommage parce que... Non, c'est vrai. Ah oui, c'est pas vrai. Je savais pas. Il y a celui qui fait de la randonnée en... Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais ça c'est pas un truc de SF. Ça c'est pas un truc de fantasy. Il y a le truc avec les abeilles. Celui avec les abeilles. Ah, je l'ai pas lu celui-là. Ah, génial. Ah bah je vais me retrouver à acheter ça aussi. Ça. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Et donc voilà. Ah bah c'est super. Hein. Et bien, elle a écrit plein de nouvelles et tout, donc j'espère que ça va arriver aussi. Moi je parle pas finnois, donc je peux même pas le lire. Et voilà. Et celui-là, je sais pas, vous l'avez lu aussi ou... Ouais. Tu veux en parler? Ben là c'est l'histoire, moi c'est un bouquin que j'ai aimé jusque... Oh, j'avais dit que j'allais noter où il fallait arrêter de lire. Le pitch est très simple. Il y a un gars un peu narcissique et un peu paumé dans sa vie, qui est amoureux d'un mec qu'il aime pas, trouve un troll bébé et se décide de l'élever, de le garder chez lui pour... dès le début il le dit, c'est pour le posséder, pour avoir un troll, quoi, parce que voilà ça... et en fait pour moi c'est un travail, comment dire, s'il fallait faire une adaptation contemporaine de ce que signifie pour les Scandinaves le mythe du troll, ce serait ça, quoi.
Je vois pas comment on aurait pu mieux s'y prendre en réalité. Parce que le troll, dans les histoires scandinaves, c'est à la fois la forêt, la nature et bestialité. À la fois c'est une déité, c'est entre le diable et une sorte d'humanité primitive, pure. En fait, entre la bestialité salvatrice, si on veut, et le diable. Et il y a tous ces aspects dans ce bouquin, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui n'est pas fantastique au sens où, dès les premières pages, on apprend que le troll dans ce monde alternatif existe et a été reconnu dans les années 1920, je ne sais plus vraiment, comme une vraie espèce vivante. Donc c'est un animal et à la fois très... où on ne sait pas trop bien. Et donc il y a une explication de pataphysique ou de patabiologie qui explique que en fait, le troll ressemblerait à l'être humain mais ne serait pas un primate, serait une sorte de chat. Donc en fait on n'est pas au tout début, les premières pages, on est complètement dans le fantastique. Après on apprend qu'il y a de la pataphysique, donc là on est plutôt dans le merveilleux en fait, puisqu'on est dans un monde où les trolls existent, donc c'est du merveilleux. Et peu à peu ça glisse, il y a des moments où on a l'impression de se sentir dans un polar parce que il y a des scènes, la façon dont la ville ça se passe pendant l'hiver et en tout cas à la fin de l'hiver ou le début du printemps, donc il fait froid, il y a de la neige et il y a un univers un peu crasseux du monde homosexuel masculin de cet endroit paumé où ils ont genre 2 bars enfin il y a un côté un peu crasseux comme ça. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est ce travail sur moi j'ai vraiment eu peur dès le début, enfin peur. Je veux dire, cette bestiole est pas spécialement sympathique. On se dit, mais putain, qu'est-ce qu'il fait avec ce truc chez lui? Et en fait, il joue vraiment aussi avec toute la métaphore sexuelle des hommes des bois. On a les mêmes un petit peu sur. Sauf qu'on a moins cette mythologie-là, mais c'est toujours ces histoires de l'homme. De la créature mystérieuse qui vole une femme ou un homme et tu vas habiter dans son palais soi-disant dans une grotte. Donc ça on a tous en Occident, en tout cas à ma connaissance, ce substrat là de merveilleux, sauf qu'il est très très prononcé en Scandinavie parce que c'est vraiment la base de leur substrat folklorique, puis il est encore très très présent et du coup je trouve qu'elle va vachement loin dans cette métaphore sexuelle qui est... En fait, vous pouvez juste rayer le mot métaphore. Et donc moi, je trouve que c'est un roman qui met mal à l'aise à vraiment beaucoup de niveaux. Et à la fois pas vraiment, parce que ça reste... Enfin, vous verrez si vous l'achetez. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les procédés, la construction. En fait, elle est limpide. En fait, on a plusieurs points de vue. Et en fait, au début, ça pouvait m'agacer parce que c'était très clair, on voyait le nom de la personne dont c'était le point de vue, avant c'est la tête de chapitre. Et en fait, au fur et à mesure que je lisais, c'était hypnotique en réalité. Parce que du coup, il y avait un côté valse des points de vue et ça devenait un peu comme une montre, comme ça, comme un métronome. Et du coup, moi, c'était un peu comme une sorte de transe comme ça. Et aussi la façon dont elle a traité la pataphysique, c'est-à-dire qu'elle alterne pour rendre encore plus inquiétante cette créature, et elle alterne ses textes de fiction avec des textes de journalisme, pataphysique, patabiologie, il fait des recherches sur internet, etc. Et en fait ça c'est vraiment hyper angoissant parce qu'il y a ce côté un peu reality show d'un gars qui a juste un troll chez lui et c'est juste pas normal et tout. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus voilà, que c'est pareil, c'est des petits textes, donc c'est comme dans Père la guerre fixe, c'est-à-dire que tous les chapitres sont vraiment... voilà, la première phrase, c'est des petits textes en soi, quoi, qui se suffisent à eux-mêmes avec un début, une fin, donc ça c'est super beau. Et c'est sur le thème, vous verrez, hein, j'ai pas envie de faire d'analyse littéraire, mais c'est aussi la façon dont elle a traité la possession, c'est un thème qui me manque dans pas mal de bouquins, enfin, c'est rarement bien traité, et là c'est traité de façon tellement appuyée que du coup ça en devient, c'est mystérieux. Encore une fois, c'est comme le serpent, comment tu peux traiter un thème en le disant et en l'écrivant et en arrivant à faire un truc. Donc voilà.
passé, c'était, voilà, et j'ai dépassé l'heure, non, seulement de 10 minutes. Donc ça, c'était la sélection. La sélection de Luvan. Moi j'avais prévu de dire un petit mot sur Cru en point final, en bouquet final. Est-ce que quelqu'un dans la pièce ne l'a pas lu? Alors, je vais pas le faire du coup, parce que vous avez gagné une micro-lecture. Non, mais c'est très chouette de voir ta sélection parce qu'il y a vraiment des mots qui reviennent dans ce que tu aimes ici, qui sont dans Cru, quoi. Le fait de pas forcément savoir ce qu'on va trouver au bout de la nouvelle, de pas forcément comprendre les personnages, de pas savoir si c'est bien ou pas bien, ou s'ils sont heureux ou pas, ou ce genre de choses. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait cet effet-là. C'était... Voilà, là pour le coup, sans raconter le livre que vous avez déjà lu, personnellement, ça a été une expérience assez unique de lire Cru, parce que c'est un ovni, parce que j'ai pas tout compris et j'aimais ça. Et voilà, c'était très chouette. Et pareil sur le thème de la possession, il y a plein de choses qui sont ici, qu'on retrouve là, sur la façon d'appuyer sur le fantastique et tout en... Enfin voilà, d'assumer complètement un fantastique. Et en même temps, on est devant ça et on comprend pas où ça va, et c'est ça qui est chouette, quoi. C'est très chouette. Je voulais lire juste le début du pacte, c'est juste pour le plaisir. Il y a des loups. Contre mes lèvres gercées, contact mouillé flasque. Grain de laine croustillant de gel. Le souffle qui sort de moi a trempé, durci l'écharpe. L'eau qui sort de moi par le nez, par les yeux, investit le tissu rêche d'une espèce de banquise du dedans. J'étouffe de mes propres humeurs. Sous la parka noire, attache en velcro au poignet qu'on déchire pour se libérer, la sueur coule de mes aisselles, de mon nombril. Camisole. Et il y a les loups. La motoneige a rendu l'âme il y a un peu plus d'1 kilomètre et noir. Soudain, le halo bavant de la Maglite Hoquette. Dernière salve de nova mourante. Écrase sur la neige un cercle bleuté aux contours spectraux, puis disparaît. Thilo attrape mes doigts à tâtons. Il y a des loups, demande Thilo. À travers les moufles, je ne sens pas ses os. Sa main est molle. Je devine la vie factice qui le traverse par une sorte d'empathie, mais son anorak rouge fait de lui un épouvantail flou, une braise. La lune est voilée, mais je sais lire les étoiles. On aurait dû prendre des chiens, dit Thilo. Voix fluette. Dans la pénombre, on dirait un lutin. Un éclat de rire dément s'enroule à mi-chemin entre mon diaphragme et ma gorge. Tous les enfants sont fabriqués de magie mal contrôlée. Mais si j'échoue, celle de Thilo se dispersera. Ton grand-père adore ses chiens, je dis. Thilo prend cette réponse pour une évidence. En réalité, j'aurais dû prendre les chiens. Ça nous aurait évité la panne. Ça nous aurait évité les loups. Mais j'ai pensé, je lui vole son petit-fils, je ne vais pas lui voler ses chiens. En réalité, quand on commet un crime, on ne devrait pas penser. En réalité, il y a des loups. C'est pas chouette, ça? Donc voilà, merci beaucoup à toi d'être venu pour la présentation. Merci pour la lecture participative. Et puis jetez-vous dessus, les petits loups. Il y a des loups, je sais qu'il y a des loups.